Dans toutes les sociétés que l'on peut observer, on voit que les individus cherchent à se distinguer les uns des autres, avoir une sorte de petite particularité qui leur permet de manifester leur distinction par rapport à ceux avec qui ils vivent. Ce que dit Veblen, c'est que dans les sociétés hiérarchiques, les individus d'une classe sociale vont trouver le modèle de ce qui leur permet d'assurer cette distinction par rapport à leur entourage en imitant ceux qui sont au-dessus. Ceux au-dessus, ils sont dans la même rivalité ostentatoire. Ils cherchent aussi à se distinguer. Donc, ils vont aussi reproduire le mode de vie de ceux qui sont au-dessus. Et ainsi de suite, de bas en haut, qui fait que ceux qui sont tout en haut, leur mode de vie va influencer l'ensemble de la société. Bienvenue à vous sur Limite. Vous avez vu le titre, vous avez vu le sujet. Ah oui. On va aller taper sur l'élite. On va se faire plaisir aujourd'hui. Enfin, l'élite, la petite élite toute petite qui est tout au-dessus et qui est en train de ravager la planète Terre. Je m'appelle Vince. J'espère que vous allez bien de votre côté, que la vie est belle. Vous savez, dans cette chaîne YouTube, on essaye de participer à cette révolution qui est en cours, révolution culturelle, révolution sociale pour faire advenir le meilleur monde possible, respectueux des limites planétaires, des limites des ressources et bien sûr des limites humaines. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à cette chaîne et vous savez, c'est vous les producteurs exécutifs de Limites. Tout don est littéralement le bienvenu. Donc vous avez les liens Tipeee, PayPal.me, ça nous permet véritablement de continuer et d'éviter, bien entendu, de se faire racheter par on ne sait jamais où, on a des tentatives, des propositions de certains médias privés, mais j'aurais trop peur de ce qui arriverait ensuite sur cette chaîne. Donc il y a vous qui nous permettez de continuer de plus belle. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez faire partie de cette communauté limite, au-delà de l'abonnement, il y a le Discord qui est disponible en commentaire, ou devrais-je dire surtout en description, où là vous avez votre voix au chapitre et à l'avenir de Limite. Soyez les bienvenus là-bas. C'est parti, on se lance. Hervé Kempf est avec nous. Comment tu vas, Hervé? Ça va bien, Vince. Je suis content de te recevoir ici à Paris, à l'Académie du Climat, qui nous fait l'immense honneur de nous prêter son studio. Tu as sorti une BD, Comment les riches ravagent la planète, et attention surtout, comment les empêcher. Il faut toujours une dose de solution. Avant de rentrer dans le vif de cette bande dessinée, destinée à absolument tout le monde, qui montre plein de situations de comment fonctionnent les riches, on va creuser ça étape par étape. Je voudrais d'abord que tu te présentes. Qui es-tu? Parce que tu as un long pédigré, je pense, dans le domaine de l'écologie et de l'environnement. Je suis effectivement journaliste sur l'écologie, plus exactement depuis 1989, quand avec des camarades j'avais créé Reporter, le magazine de l'environnement sur papier, c'était avant Internet, et puis depuis j'ai toujours travaillé dans ce domaine avec des entrées soit de journaliste scientifique, soit une approche par l'économie. Et quand j'ai publié Comment les riches détruisent la planète en 2007, j'ai accompagné ce livre d'un site qui s'est appelé reporter.net et qui depuis a beaucoup grandi. Je suis en train de passer la main à la jeune équipe et j'en suis ravi. Et maintenant, Reporter, c'est le média de l'écologie, 2 millions de visiteurs par mois, 30 salariés, en association. Et tu disais, oui, nous ne serons jamais rachetés. Nous vivons des dons des lectrices et des lecteurs et c'est ce qui garantit notre liberté, comme tous les médias indépendants, comme Limite. Et donc voilà, je crois qu'on fait dans ce grand concert de tous les médias indépendants qui disent la question écologique est centrale et prioritaire. Je crois qu'on tient bien notre place d'information au jour le jour, rigoureuse, pertinente et autant que possible attrayante. Et par ailleurs, j'écris des livres. Et là, avec mon camarade Juan Mendes, un super dessinateur, c'est vraiment un livre à deux, je l'ai pas fait tout seul, loin de là. Au contraire, on a fait ce livre qui, je suis très très heureux de l'avoir fait. Il marche très bien. Et surtout, je continue à faire beaucoup de conférences, de débats, de rencontres. Et là, on touche un public qui est beaucoup plus jeune que d'autres livres imprimés que j'ai pu écrire, même si c'était toujours très lu. Mais là, on sent que ça touche différemment et j'en suis vraiment ravi. Alors, ça démarre avec du très gris, quand tu ouvres la BD, l'entrée de jeu et tout ça, qui montre un peu ce monde de profusion, de la vie dans laquelle on est. Et à un moment donné, tu arrives sur cette histoire est celle du capitalisme en fait. Mais c'est quelle histoire? C'est quoi le capitalisme pour commencer? Qui est, je pense, le système économique dans lequel aujourd'hui, nous avons jamais eu autant d'inégalités sociales. Alors l'idée, c'est pas d'être manichéen, oui, le capitalisme va des rétro-satanas, mais c'est de comprendre un petit peu, mais qu'est-ce que ça a fait advenir comme espèce humaine, tu vois, je sais pas.
Homo trop riche ctus, tu vois, je sais Homo pas. economicus. Alors d'abord, il faut pas avoir peur d'employer des mots. Hein. C'est un mot descriptif. Voilà. Moi, j'ai une approche de journaliste qui documente beaucoup, qui va voir des experts. Et maintenant, il y a des profusions d'analyses historiques ou économiques du capitalisme. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une définition de base qui est par exemple donnée par un grand historien de l'économie, Immanuel Wallerstein. C'est un système dans lequel on crée du profit qui va faire du capital, et non pas pour en profiter tout de suite, mais pour le réinvestir, pour créer encore plus de capital. Et donc, c'est un système qui est insatiable, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va faire une activité économique qui va rapporter de l'argent, on va réinvestir cet argent pour produire encore plus, pour faire encore plus de profit. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Donc, basiquement, c'est une définition du capitalisme qui fonctionne très bien. Donc c'est intéressant parce que c'est un petit peu à l'image de beaucoup de jeux très addictifs que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Hein. Il y a des jeux qui permettent, c'est l'essentiel d'ailleurs des jeux qui portent, ça porte un nom, hein, ce terme de jeu, mais dans lequel vous gérez une ferme, vous gérez une maison, vous gérez plein de choses, vous gagnez de l'argent et après hop, tu as des options supplémentaires qui proposent par exemple de gérer quelque chose automatiquement, ce qui te permet de produire plus, et effectivement le jeu n'a pas de fin. Et ces jeux-là n'ont pas de fin et rendent addict, c'est intéressant hein, parce qu'il y a énormément de choses comme ça. Et donc, est-ce qu'on est en train de jouer, Hervé, à un jeu mondial qui représente une petite partie de l'humanité, hein, peut-être la moitié baigne réellement dedans, peut-être que dans cette moitié, 10% sont encore plus dedans, et peut-être que 1%, alors là, c'est plus que tirer son épingle du jeu, eux vivent complètement en dehors de toute compréhension des limites planétaires, etc. Mais ma question plus précise, c'est est-ce qu'on est en train de jouer à un jeu dans lequel, ou qu'on démarre dans ce jeu, dans le capitalisme, il n'y a pas de fin? Un peu comme ces jeux vidéo. Ah si, il y a une fin que les capitalistes ne voient pas encore, parce que d'après la définition qu'on a donnée, ça ne s'arrête jamais. Mais l'activité économique et l'accumulation du profit, ça s'applique sur des choses réelles, concrètes. C'est des matériaux, et donc ces matériaux, ils sont pris quelque part. Et donc non seulement le capitalisme s'est développé, une histoire du capitalisme, on va dire, il prend son plein essor lors de la révolution industrielle au XIXe siècle. Il va s'appuyer sur l'extraction de ressources à travers le monde, à commencer par les États-Unis notamment, et notamment par l'esclavage. Donc l'esclavage, l'exploitation du travail des esclaves et des prolétaires est une composante indispensable, indissociable de la création du profit, mais aussi l'exploitation des ressources matérielles, des ressources minérales à une échelle qui, à l'époque, au XIXe siècle, était encore supportable, mais qui maintenant, précisément, et c'est pas pour rien qu'on est ici dans un endroit qui s'appelle les limites, que précisément, on rencontre les limites de la biosphère, les limites de l'extraction de matériaux, les limites des possibilités d'absorption par l'océan ou par l'atmosphère de tous nos rejets toxiques. Donc si le capitalisme est en train de rencontrer sa limite, et c'est là qu'il faut préciser la définition. Non seulement on a donné une définition comme celle d'Immanuel Wallerstein ou d'autres économistes, il faut aussi avoir un autre point de vue. C'est que le capitalisme, c'est pas un concept qui flotterait dans l'air et qui s'imposerait absolument, c'est une phase de l'histoire. C'est une phase de l'histoire assez courte qui a commencé, qui commence à prendre son essor, à grandir au XVIe siècle, qui prend son plein essor avec la révolution industrielle, qui va passer une nouvelle étape au XXe siècle et qui, au début du XXIe siècle, est en fait dans sa phase de dégénérescence. C'est-à-dire que son expansion n'est plus possible sans la destruction de la biosphère et donc des conditions futures d'une vie possible pour l'humanité dans des conditions acceptables et aussi dans des conditions d'exploitation humaine qui elles aussi deviennent intolérables. Donc on est à un moment où, selon moi, le capitalisme est entré dans sa phase de dégénérescence. Mais comme souvent un phénomène qui est en fin de parcours, il se raidit, il se radicalise, il se brutalise. Et là, peut-être qu'on va en parler, mais on est dans cette phase-là. Et juste pour finir sur ce point, il faut en fait considérer le capitalisme comme plein d'empires qui se sont faits à travers les siècles. C'est-à-dire que c'est assez courant que une formation sociale, historique, économique prenne son essor à son moment d'apogée et puis décline lentement. Donc l'empire maya, l'empire aztèque, l'empire romain, c'est très courant. Et en fait, nous vivons. Alors, une autre
particularité du capitalisme quand même, c'est que, à la différence de ces empires dont j'ai parlé, qui ne recouvraient, même si c'était sur une très grande superficie, sur beaucoup de régions et de populations, des surfaces importantes, là, on engage l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que même aux Philippines ou au fin fond du Niger ou à Bogota, on est entraîné dans la même logique d'accumulation du capital, d'extractivisme, de colonialisme dans des formes renouvelées à l'heure actuelle, qui entraîne la vie du moindre d'entre nous. Je dis le moindre, évidemment, ça n'a aucun jugement de morale, mais ce que je veux dire par là, c'est toute personne sur Terre est maintenant engagée dans cet énorme système. Ça, c'est une particularité de la situation historique actuelle. Et considérer aussi que la question écologique, qui est en fait la question essentielle, la question politique essentielle de ce début du XXIe siècle. Question politique, c'est quoi? La politique, c'est bien, en fait. C'est comment, collectivement, nous décidons de notre avenir. Quels sont les choix que nous faisons tous ensemble? La question politique essentielle du début du XXIe siècle, c'est la question écologique. Comment est-ce que maintenant, on apprend à sortir de ce système qui détruit tout pour entrer dans une relation avec la biosphère qui permette qu'on en tire nos besoins, ce dont nous avons besoin, sans pour autant la détruire, et même en permettant qu'elle vive, elle aussi, de manière équilibrée et épanouie. C'est le moment historique dans lequel on est, et l'écologie aussi, comme le capitalisme, elle entraîne, elle implique, elle influence toute la vie sur Terre, de tous les êtres vivants. Et non seulement les êtres humains, qui soient à Paris, à Bruxelles, ou à Bogota, ou à Niamey, mais aussi le moindre brin d'herbe, l'arbre sur l'Amazonie, le manchot sur les îles Kerguelen, ou le tigre dans une réserve d'Inde. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant ce que tu as défini. Tu as parlé qu'il y a une sorte de nouvel esclavagisme, enfin voilà, le capitalisme s'est fondé sur, il n'y avait pas de machine, sur des gens qu'on amène d'un endroit à un autre, ou alors qu'on exploite sur place, dans le but de produire, augmenter la production, de manière à enrichir une petite partie. Quand on regarde aujourd'hui un peu le monde dans lequel on voit qu'il est très hiérarchisé, qu'une partie de l'humanité va travailler la terre parce qu'il n'y a pas des machines partout, va retirer les éléments qui sont nécessaires à la fabrication de nos téléphones, etc. Et donc une bonne partie de l'humanité est contrainte dans une sorte d'esclavagisme moderne, en étant payée ridiculement, qui leur permet pas de subvenir à leurs besoins en suffisance, et donc ils les amènent à retourner dans la mine, etc. Enfin, voilà, c'est juste un moyen qui a été remplacé par un autre. On voit qu'on est toujours dans cette perpétuelle fuite en avant, sauf que tout au-dessus, forcément, il y a des personnes qui se nourrissent de toute cette valeur produite par les travailleurs, quelle que soit leur hiérarchie, mais qui les amène à vivre en déconnexion complète et totale avec le réel, avec ce que vit monsieur et madame tout le monde, et je dis bien monsieur et madame tout le monde à l'échelle planétaire, parce que monsieur et madame tout le monde, dans les pays riches et la classe moyenne, c'est 10% de l'humanité, c'est déjà une vie qui est nettement très différente que dans d'autres trucs. Alors il y a des riches dans des pays pauvres aussi, il y a des élites de ville, comme toujours, qui représentent les centres de gestion, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte effectivement que la problématique, et tu sais, il y a souvent un peu cette phrase qui est oui, mais l'humanité est un virus. Alors, c'est un peu un cliché. Oui, c'est une phrase très américano-centrée, Je ne la dirai jamais. Parce que tu n'es pas d'accord avec ça. Et pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Et pourquoi? Parce que, selon moi, l'humanité est en coévolution avec quelque chose qui est magnifique et qui est unique à notre connaissance dans l'ensemble de l'univers, qui est la planète Terre, qui a la vie, et qui a une interaction, un équilibre absolument magnifique, invraisemblable, que c'est évidemment d'une beauté magnifique, il n'y a pas un coin de terre qui ne soit pas beau, en fait. Et que l'espèce humaine, elle a grandi, elle est née des singes qui eux-mêmes venaient, des arbres, voilà, qui venaient d'autres animaux. Enfin, il y a l'histoire de l'évolution depuis 4 milliards d'années. Je crois que la Terre date de 4 milliards d'années. Il me semble que la vie est apparue il y a 1 milliard d'années et on s'est développé depuis. Et on n'est pas un virus, on est dans cette coévolution. En revanche, ce qui peut-être pousse certaines gens à dire ça,
et aussi parce qu'ils manquent d'analyse politique, c'est qu'ils vont considérer au regard, avec la stupéfaction, la sidération et l'horreur avec laquelle on peut constater l'ampleur de la catastrophe écologique, et de dire « Ah, l'espèce humaine, elle détruit tellement, elle détruit cette Terre qui est magnifique, elle casse tout, elle détruit tout, donc c'est un virus, et la Terre la rejettera, etc. » Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça, parce que l'espèce humaine, elle est à la fois une, mais elle est composée de myriades de sociétés, elle est composée de jeux sociaux. Tu as employé le terme de jeu, d'interaction, de lutte de pouvoir, de conflit, de désaccord, de volonté d'imprimer sur d'autres son influence ou d'obtenir des avantages. Et que voilà, c'est cette lutte aussi invraisemblable. Et on est dans une situation où on peut maintenant dire c'est une formation historique particulière avec ses conséquences sociales et notamment des phénomènes d'inégalité que l'on va décrire rapidement qui entraînent une façon d'envisager l'économie et la vie collective d'une certaine manière. Mais par exemple, le capitalisme s'est développé en écrasant d'autres sociétés. Par exemple, il a poussé la production au maximum, mais en même temps, avant, il y avait beaucoup de sociétés paysannes, et il y en a encore quelques-unes qui arrivent à survivre, qui vivaient en autonomie, qui vivaient pas si mal, qui avaient beaucoup moins besoin d'échanges économiques, monétaires, même s'ils ont quasiment, semble-t-il, toujours existé entre les sociétés, mais où les communautés vivaient en autonomie, c'est-à-dire tiraient de leur environnement les subsistances nécessaires à leur bonne existence. Et donc le capitalisme a d'abord détruit cette autonomie, c'est-à-dire qu'il a voulu pousser la production en chassant notamment les paysans, en faisant notamment, par exemple, en Angleterre, ce qu'on a appelé les enclosures, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de biens communs, de terres communes, et les capitalistes, les seigneurs, les aristocrates anglais ont commencé à enclore les propriétés, à faire de la propriété individuelle et à chasser les paysans, qui n'avaient plus d'autre issue que d'être des prolétaires dans les grandes villes anglaises. Donc tu as ce phénomène aussi d'exclusion qui a permis ça. Mais c'est dans ce genre d'analyse qu'il faut rentrer, parce que ça voudrait dire quoi si on prenait au sérieux cette phrase « l'humanité est un virus », eh bien, de la même manière que quand on a le Covid, de toute façon les virus, on s'en débarrasse pas aussi aisément que ça, mais ça supposerait qu'il faudrait exterminer l'espèce humaine de Terre, sérieusement. Non, on peut pas être dans cette idée. C'est une vision très misanthrope qu'on a en commentaire de nos vidéos, pas légion, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même le petit truc qui est glissé comme ça, et je fais beaucoup de conférences dans les écoles et je demande pourquoi d'après vous on est là, on me dit monsieur parce que l'humanité et la faute est de même renvoyée sur celui qui a le bilan carbone le plus éclaté et qui vit au milieu de la forêt en RDC, tu vois, et c'est ça qui est un peu perturbant. Et ben il faut dire avec beaucoup de gentillesse, on prend de la pédagogie, on explique non, le pygmée dont vous parlez en RDC, la personne qui vit à Saint-Denis et qui est femme de ménage et qui galère pour élever ses 2 gamins en allant, l'employé de je ne sais quelle entreprise de robinetterie qui prend sa voiture pour aller au boulot et qui va le dimanche au supermarché n'est pas un virus et n'est pas responsable de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est la violence des rapports sociaux qui ont été instaurés par le système actuel. Et justement, il faut qu'on reprenne confiance d'une certaine manière, j'allais dire, dans notre propre humanité, c'est-à-dire dans notre capacité à faire de la coopération, à faire de la solidarité, à envisager les biens communs pour pouvoir répondre à la question écologique. Et justement, une fois de plus, pour ça que j'insiste sur le côté historique du capitalisme. C'est-à-dire que c'est une période de temps qui est très courte dans l'histoire humaine. C'est 300 ans. L'histoire humaine, elle date d'il y a Lucie, c'est il y a 2 millions d'années. On va prendre même à l'Holocène, l'Holocène, le néolithique qui a commencé à peu près la même époque, il y a 10 000 ans. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des sociétés tout à fait passionnantes qui vivaient depuis au moins 30, 40 000 ans. Donc, le capitalisme dans l'histoire humaine, c'est un tout petit moment. Et donc, il faut dire, ce petit moment, il a ses qualités aussi, on va pas dire tout est mal, etc. Mais ce petit moment, on va passer à autre chose. Et voilà, et comment on passe à autre chose? Pas en considérant que tout le monde est un virus, mais qu'est-ce qui fait que dans nos fonctionnements collectifs, on a ces comportements collectifs aussi irrationnels, aussi absurdes, parce qu'il est totalement irrationnel et absurde que de détruire les conditions mêmes qui vont permettre à tes enfants de vivre dans 30 ans ou dans 20 ans. Et justement, Hervé, comment les riches, ils ravagent la planète aujourd'hui? Alors, ils ravagent la planète, on va dire, de 2 façons, ou de 3, peu importe.
Première façon, quand même très concrète, on va quand même dire une chose importante, parce que les riches, d'une certaine manière, il y en a, j'ai pas eu tout au long de l'histoire, parce que ça dépend de toutes les sociétés et de la myriade, parce qu'il y a une inventivité sociale dans l'espèce humaine qui la rend très intéressante. Par exemple, je suis en train de lire un livre absolument fascinant de David Graeber et de Wengrow sur Au commencement, et qui analyse comment un très grand nombre de sociétés ont expérimenté en fait des formes politiques de toute nature. La monarchie, l'autogestion, l'anarchie, une variante de tout ça. On a une inventivité politique énorme. Mais revenons à la période actuelle, on est en 2025. On est dans un moment où, même si dans les sociétés occidentales, il y a quasiment toujours eu des riches, enfin depuis très longtemps, on est dans un moment où l'inégalité a vraiment conduit à ce qui est un niveau d'inégalité et donc une petite pellicule de gens extrêmement riches, incroyablement riches, infime. Mais ça, c'est relativement récent. Si on reprend, il y a il y a une très forte période d'inégalité au début du XXe siècle, autour de 1900-1910, et paradoxalement, par rapport à aujourd'hui, plus importante en Europe que ça ne l'était aux États-Unis, même s'il y a eu une très forte inégalité. Il s'est passé la guerre de 14. Un carnage absolu. 1914-1918. Rebond économique, à nouveau, les inégalités recommencent à croître. Crise de 29. Puis la Deuxième Guerre mondiale. Et là, face à tout ça, les pays occidentaux, à commencer par les États-Unis, ont imposé des très forts taux de fiscalité sur les revenus des personnes les plus riches. L'inégalité a fortement diminué. Et on est entré dans les périodes à la fin des années 40, les années 50, 1960, 1970, une période où le capitalisme en quelque sorte était domestiqué parce que l'inégalité était contenue par l'action de l'État et que l'État intervenait dans la vie économique en veillant à ce qu'un certain nombre de biens communs soient correctement gérés. Je me permets d'appuyer ce que tu dis, 91% d'imposition chez les Américains à l'époque du président Truman, juste après la Deuxième Guerre mondiale. 91%. On le traiterait de communiste aujourd'hui, quoi. Absolument. D'extrême gauche, alors qu'en fait, il était tout à fait au centre du jeu. Enfin, tout le monde considérait ça normal à l'heure actuelle. Alors, ces 91%, c'était sur la tranche de revenus qui dépassait un certain niveau. Et puis, à partir de 1980, se produit vraiment un tournant. Et c'est assez rare qu'on ait un tournant qui s'observe dans les statistiques quasiment aussi simultanément avec un choix politique. En Angleterre, Margaret Thatcher, 1979. Aux États-Unis, Ronald Reagan, 1980. Le néolibéralisme qui avance et qu'est-ce qu'ils commencent tout de suite à entreprendre dans leurs premiers mois. Réduction de la fiscalité sur les riches, réduction de la fiscalité sur les entreprises, les grandes entreprises, et facilitation du mouvement des capitaux et de la spéculation. Et démarrage de la dette. Démarrage de la dette au passage. Et début d'un très fort taux d'inégalité qu'on observe, mais vraiment statistiquement, de manière autant dans les années 50-70, le rapport d'inégalité était stable. À partir de 1980, on le voit décoller. Il y a j'aime bien il y a plein de façons de mesurer les inégalités. Il y en a une que j'aime bien, qui a été faite par des études très sérieuses de Carola Friedman. Ils ont observé le rapport entre ce que gagnaient les trois principaux dirigeants des plus grandes sociétés aux États-Unis et le salaire moyen de leurs employés. Dans les années 50, 60, 70, tu es autour de 30, 40. À partir de 1980, il y a l'inflexion et on va monter jusqu'à 400 ou 300. Après, ça a continué alors après, il y a eu un petit coup d'arrêt autour de 2008-2009. Puis après, ça a recommencé à croître de manière moins rapide, mais ça continue à croître. Et on est maintenant à des niveaux d'inégalité absolument sidérants, alors par exemple, on a parlé de Lucie, qui était le squelette d'une des premières Homo sapiens, trouvée par Yves Coppens et d'autres paléontologues. Et donc Lucie, je crois, était une des premières humaines, Homo, pas sapiens, mais Homo, il y a 2 millions d'années. Si Madame Lucie avait travaillé au salaire moyen depuis 2 millions d'années et avait gardé tout son argent, parce que c'est une femme sérieuse, économe, elle aurait moins d'argent que Monsieur Bernard Arnault aujourd'hui. Voilà, pour donner une idée de l'absurdité dans laquelle on se trouve. Donc, on est dans l'époque actuelle, il faut pas parler des riches en soi.
quelque part, c'est pas mal ou bien d'être riche. C'est la disproportion des richesses, c'est ça qui pose problème. Et donc là, on a une inégalité qui est énorme. Alors comment s'est fait ce processus d'inégalité? Donc par exemple, dans les années 50, 60, on peut représenter, mettons l'inégalité comme ça, c'est une pyramide. Un petit nombre de gens au sommet, et puis toi, moi, on est là, et puis les gens qui sont vraiment dans la galère, qui sont à la rue, ils sont là. C'est où, bon, pyramide. À partir de 80, donc, cette pyramide s'accroît. Et donc, les 10% vont voir leur richesse, leurs revenus s'accroître beaucoup par rapport au reste de la population. Mais il s'est produit un effilement énorme par le haut. C'est-à-dire que la distance entre monsieur Arnaud et toi ou moi qui gagnons correctement notre vie, et merci. Elle est de 2 millions d'années. Elle est invraisemblable. Littéralement. Alors que, voilà. Une autre chose, par exemple, Jean-Yves Calvet, qui était le président de Peugeot dans les années 80, ça avait fait un scandale parce que il gagnait 40 ou 50 fois plus que les salariés de chez Peugeot Citroën. Maintenant, monsieur Tavares, qui était président de Stellantis, qui a repris Peugeot Citroën, qui est la grosse boîte, il gagnait 500 fois plus. Pour te donner une autre image de la folie dans laquelle on est. Donc, ce qu'il faut dire, la richesse, on peut l'admettre. On peut dire, il faudrait une égalité absolue ou peu importe. Moi, ça me choque pas qu'il y ait une variation. Mais en revanche, de 1 à 500, c'est inadmissible. Alors maintenant, j'oublie pas ta question. Pourquoi ça a un effet, notamment pourquoi ça a un effet sur l'écologie? D'abord, évidemment, ces gens, ils vont avoir une empreinte écologique directe extrêmement importante. Mais souvent, on va nous dire, OK, je prends le jet privé. Si je prends le jet privé, je vais griller 10 tonnes de CO2 en un mois de vol. Mais t'es gentil. Comme nous sommes, oui, j'ai plus tous les chiffres exactement en tête, mais comme nous sommes très peu nombreux et très riches, l'impact est minime. Oui. Sauf que, d'abord, je reviendrai sur un autre point. Mais ce qui se passe, et là je m'appuie sur la théorie d'un économiste de la fin du 19e siècle, américain, qui s'appelait Thorstein Veblen. Et Thorstein Veblen a fait un livre qui s'appelle La théorie de la classe de loisirs, disait, en fait, dans toutes les sociétés que l'on peut observer, on voit que les individus cherchent à se distinguer les uns des autres, avoir une sorte de petite particularité symbolique, de prestige, d'après, d'extérieur, qui leur permet de manifester leur distinction par rapport à ceux avec qui ils vivent. C'est pas une distinction agressive, c'est pas violent, il n'y a pas de... Mais voilà, c'est un trait de la nature humaine selon Thorstein Veblen. De sentir un individu. Tu te sens un individu et puis tu vois, elle est bien ma chemise, je sais pas si elle vous plaît ma chemise, mais mettons que voilà, j'ai une belle chemise ou j'ai une belle montre, ouais. Tu vois, ou mon portable ou mon vélo, ça pourrait être, ça fonctionne avec plein de choses. C'est pas mal en soi, mais voilà. Tu as une petite distinction, tu existes en tant que personne, effectivement, par rapport à tes congénères. Et ce que dit Veblen, c'est que dans les sociétés hiérarchiques, qui sont un très grand nombre de sociétés, en tout cas la nôtre, les individus d'une classe sociale vont trouver le modèle de ce qui leur permet d'assurer cette distinction par rapport à leur entourage en imitant ceux qui sont au-dessus. En imitant. Ceux au-dessus, ils sont dans la même rivalité ostentatoire, c'est le terme de Veblen. Ils cherchent aussi à se distinguer. Donc ils vont aussi et ils vont reproduire le mode de vie de ceux qui sont au-dessus. Et ainsi de suite, de bas en haut, explique Veblen, ce qui fait que ceux qui sont tout en haut, leur mode de vie va influencer l'ensemble de la société. Ça veut dire qu'évidemment, nous n'allons pas pouvoir aller tous dans des jets privés. Mais l'avion va être quelque chose de chic. Ça va donner du prestige. Et je vais pouvoir, prendre un vol à Vuelta ou Ryanair ou je sais pas quoi. J'ai encore vu une pub à 69 € ou 100 € pour aller à Prague. Et à Vince, j'ai été à Prague la semaine dernière. Tu sais, c'est tellement beau Prague. Et toi, t'as été où? Oh, ben moi, je suis resté à Bruxelles. Ouais, tu vois, mais ça se joue comme ça. Mais moi, je n'aurais pas l'idée. Ça se joue même dès l'école où des petits n'ont pas l'occasion de faire, d'autres ont fait, et donc très jeunes on t'instaure justement cette loi d'ostentation un petit peu. C'est extrêmement puissant. Par exemple, ça joue aussi sur les sneakers. Je me suis intéressé aux sneakers, les baskets, hein. Les baskets, pas le chocolat. Ouais, maintenant, on appelle les sneakers. Les baskets. Mais bon. Et en fait,
il y a des sociologues qui ont travaillé là-dessus. Ce phénomène d'ostentation, il joue aussi beaucoup par exemple les sneakers, l'habillement. Tu as même des gens dans des classes pauvres où la maman a du mal à payer à son gamin, mais le gamin il veut avoir des Nike parce que pour avoir le prestige de la marque et il est vu, il est repéré. Tu sais, ce sont des exemples très concrets, peut-être que vous vivez dans la vie de tous les jours. Je te donne un bête exemple. Moi, un de mes traumatismes étant adolescent, et puis je te laisse reprendre là où tu en étais sur l'effet Veblen, a été de recevoir de mon père une paire d'Adis, au lieu que ce soit une paire d'Adidas, parce qu'il était au Sénégal et il a acheté de la contrefaçon, et pour lui qui a vécu la galère de la galère, qui est d'origine sénégalaise, il m'a dit « des baskets, c'est des baskets, donc tu vas les mettre au pied, je m'en fous des histoires de marque. » Je les ai mises, parce qu'il m'a obligé. J'étais à l'école, on s'est foutu de ma gueule, tout le monde. Et ça me faisait très bizarre parce que j'anticipais qu'on allait se foutre de ma gueule. À la fois, je me dis, bon, mon père a raison, c'est quand même juste des baskets. Mais le fait que c'était contrefaçon et pas la marque aux 3 bandes a fait que c'était un trauma jeune. Hein. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, c'était de l'humiliation, éjection du groupe. Je ne me sentais plus faire partie du groupe. C'était un running gag. Tous les jours, c'était ça va à 10, ça va à 10, tes baskets éclatées, là. Je les ai plus mises. J'en ai parlé à ma mère, je fais en pleurs. Parce que c'est horrible d'être éjecté du groupe quand t'es jeune, quoi. T'as 10, 11 ans, c'est horrible, quoi. Et ma mère dit, viens, on va au magasin. Elle m'achète des vrais Adidas. Je reviens à l'école. C'est bon, je suis validé par le groupe. On me vanne encore un peu, mais j'ai les bonnes, j'ai les vrais. J'ai même un modèle tellement cool des Stan Smith que ceux qui avaient pas ces Stan Smith étaient en mode, oh purée, je vais plus le vanner parce qu'il a des trucs qui sont plus chers que celles que j'ai. Et c'est intéressant parce que ça se passe, comme je t'ai dit, le processus très jeune. Mais donc, moi, dans ma tête, ça a fait un construit culturel. Je n'ai porté que des baskets distinctives jusqu'à mon shift en 2020 et que limite a été créé et que je me suis réveillé par rapport à tout ça. J'étais fan de baskets Jordan et je ne voulais mettre que la paire de Jordan où j'étais sûr que personne n'avait, au point de faire la file à Tokyo devant un magasin que je savais avait une paire de baskets unique de Jordan en modèle édition limitée. Édition limitée, ça vous dit quelque chose, c'est pas pour rien que ça existe. Que j'ai acheté cette paire et effectivement, j'étais plus à l'école, mais dans le milieu que je côtoyais, quand je revenais avec ma paire que je posais bien et qu'on voyait que c'était la paire que Drake, le rappeur américain à l'époque, portait dans tel clip, ça a calmé tout le monde. Et ça m'a même valorisé en mode trop bien et tout. Et les Américains fonctionnent beaucoup comme ça. J'étais DJ, j'ai mixé aux États-Unis. Les New-Yorkais, les Américains que je croisais, c'était que des compliments sur ce que tu portes. Ok, tu fais partie du groupe. Mais c'est effroyable parce que c'est énergivore, ça coûte beaucoup d'argent, c'est de l'endettement et t'as l'impression de toujours être reconnu par ce que tu portes, mais pas par ce que tu es. Et donc c'est intéressant parce que je reviens de nouveau à cette fonction de cet effet Veblen qui nous amène tous en fait à être dans la ostentation. J'ai l'impression que c'est le modèle économique dans lequel on nage, quoi. Oui, tout à fait. Et il faut voir maintenant quelle est l'exemple des chaussures au demeurant est extrêmement intéressant. Je fais un petit détour, mais après j'oublie pas le cœur de la question. Les riches, on a aussi regardé avec Juan Mendes comment au fil pas des siècles, mais depuis un siècle ou deux, ils s'habillent. Et avant, les très très riches, quand on dit les riches, en fait là, dans cette discussion, on parle des hyper riches. Oui. Les patrons, les gros ultra riches, on parle des milliardaires. Hein. Ils se distinguaient par leur costume, et le costume des prolétaires, le costume des employés et le costume des hyper riches étaient très différents. Maintenant, très peu différents. Ils vont se ramener avec une chemise, voire avec un t-shirt. Bah oui, taper Bill Gates sur YouTube. Attends, et tu vois. Et quand même, avec Juan, on a même été, tu vois, on a fait un reportage rue Saint-Honoré à Paris pour voir les magasins, comment ça se passait. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que maintenant, les riches, ils vont avoir un t-shirt. Alors, ce sera pas un t-shirt ou une chemise, ça sera nickel, mais de l'extérieur, de loin, tu verras pas. En revanche, les chaussures. Il y a toujours un marqueur de chaussures. Et moi, je regarde maintenant, je prends le métro ou je prends le train ou quand j'y pense à ça, je regarde les chaussures des gens. Et là, tu as un marqueur très précis du positionnement des gens dans la société. Mais bon, ça c'est un peu une anecdote, mais c'est pour te dire un élément de plus que la théorie, le mécanisme de la régularité ostentatoire de Veblen, il fonctionne très bien. Mais maintenant, on va revenir au cœur de l'affaire, parce qu'ici, on est là pour parler d'écologie. En tout cas, moi, c'est mon propos et je sais que c'est le tien aussi. Pourquoi ça pose un problème, cette histoire ? Et bien que maintenant, où nous sommes à une inégalité énorme, je dirais pas jamais vue dans l'histoire, mais rarement vue dans l'histoire, dans une société qui est mondiale,
C'est-à-dire qu'à l'époque de Veblen, il y avait la société des États-Unis, la société Europe, mais à Nouakchott ou à Bogota, on savait pas trop ce qui se passait à New York ou à Paris. Maintenant, à Nouakchott ou à Bogota, tu sais très bien ce qui se passe à Bruxelles, à Paris ou à New York ou à San Francisco. Et où on est en même temps d'une richesse matérielle, d'une productivité matérielle énorme. Ça veut dire que le modèle de gaspillage infini du haut, il entraîne un modèle de gaspillage généralisé de tout, de toute la société. Je dirais pas à notre corps défendant, mais on est quand même entraîné par cet habitus culturel extrêmement fort. Et donc, pourquoi fond d'un petit village, on est tous attirés par Bernard Arnault, de façon indirecte, mais en fait, on veut tous atteindre ce modèle qui s'est mondialisé, quoi. Si tu es musicien à New Delhi aujourd'hui ou professeur, et que tu vois à la télé une série qui te montre comment vivent les professeurs ou les musiciens, les musicos un peu à New York, et tu vois la différence, et tu vas dire, ok, moi à New Delhi, eux ils vivent comme ça, et moi j'ai pas la voiture, j'ai pas l'écran plat à la télé, j'ai pas le portable, ça va pas, je veux la même chose. Ça entraîne, et c'est normal. Et donc pourquoi c'est important, du coup, pour résoudre la question écologique, pas en un coup de baguette magique, bien sûr, mais pour changer la donne vraiment, pour faire le shift, comme tu dis, comme toi tu l'as fait d'une certaine manière, eh bien, réduire fortement les inégalités. Quel effet ça aura? Ça change le modèle culturel. On va plus rêver de prendre l'avion parce que ça sera interdit le jet privé, ou seulement quand on en a vraiment besoin pour un transport urgent d'une personne malade ou je ne sais quoi. Mais Monsieur Busk, Monsieur Arnault, Monsieur Bolloré, vos petits avions, c'est fini parce que vous êtes des criminels du climat et de l'environnement. Et donc on aura moins envie de prendre l'avion. Ça c'est un premier point qui est vraiment important. C'est-à-dire comprendre à quel point les mécanismes culturels sont aussi importants que les mécanismes économiques et les mécanismes politiques. Et quand même, ça va avoir un autre effet important, c'est que quand les ultra-riches s'enrichissent, ça tombe pas du ciel cet enrichissement. Ça tient du fait qu'on prend de la richesse collective. Les économistes ont calculé ça. Ils ont regardé, par exemple, entre les années 70 et les années 2010, quelle était la proportion du PIB, du produit intérieur brut, qui avait été déplacé, grosso modo, des revenus du travail vers les revenus du capital. Il y a un débat entre économistes, mais c'est entre 5 et 10%. 10% d'un PIB comme la France, c'est 230 milliards d'euros par an. 230 milliards d'euros, on fait quelque chose. On peut faire une vraie politique de rénovation énergétique. On peut refaire une politique de transport ferroviaire. On peut sortir les gens qui sont à la mouise là. Voilà. On peut refaire une vraie politique agricole avec la permaculture, avec l'agriculture biologique. On peut faire plein de choses qui créent de l'emploi et qui fait une économie qui ne saccage pas la planète. Et puis au passage, on leur reprendra aussi du pouvoir. Parce qu'ils ont énormément de pouvoir, c'est hyper riche, et notamment ils ont le pouvoir de nous influencer, non seulement par leur modèle culturel, même s'il est propagé par la publicité, par la télé, etc., mais ils possèdent les médias. Et quand ils possèdent les médias, moi sur CNews ou sur France 2 ou sur TF1, enfin j'enlève France 2 qui est un cas un peu à part, ou sur M6 ou sur Le Figaro ou sur Valeurs Actuelles ou sur Journal du Dimanche ou sur etc., ils vont pas parler comme toi à limite ou comme nous un reporter de la catastrophe écologique, des injustices, de ceci, de cela. Ils vont dire les musulmans, l'islam, la sécurité, les migrants, l'intelligence artificielle, c'est génial, c'est l'avenir, la compétitivité, etc. Ils vont parler de toute autre chose. Ils exercent aussi ce pouvoir. Et ce pouvoir, il faut qu'on leur reprenne. Et ça se reprend comment? Parce que à partir du moment où autant de milliards sont injectés, alors j'ai remarqué que des milliards et des milliards injectés, il y a quand même une transformation culturelle qui est en cours avec moins d'argent. Et moi, je prends toujours l'exemple du hip-hop. Le hip-hop est une culture aujourd'hui récupérée par le capital, hein, parce que voilà, qu'est-ce que vous voulez, il a compris qu'il y avait un créneau et qu'il y avait quelque chose à faire. Mais je parle du rap en général, qui est une culture à la base de la contrainte. Le hip-hop, il y a 5 disciplines: graffer, il y a mixer, il y a rapper, il y a produire de la musique avec le beatbox, et il y a faire le breakdance. Le breakdance, danser, ça n'a pas, c'est ton mouvement, c'est ton corps, c'est quelque chose que tu fais quand t'as pas accès à des loisirs incroyables. Hop, tu vas avec les potes au quartier et tu danses. Le DJ est né d'une contrainte, une contrainte matérielle, c'est-à-dire que ça coûtait trop cher à des gens dans les quartiers du Bronx, à New York, noirs américains, de s'acheter des instruments de musique, de pouvoir avoir accès
il fallait dépenser tout son argent dans les instruments, c'était très très compliqué et les magasins n'étaient pas forcément tous disponibles, etc. Mais pour la musique est quelque chose qui nous rallie, qui nous rassemble, eh ben ils se sont dit, ok, on va prendre une platine vinyle, on va prendre une autre platine vinyle, on va se débrouiller avec des autocollants de créer une boucle musicale et avec un endroit où on a des percussions, on va mélanger deux musiques pour recréer quelque chose de nouveau. Donc on est dans la contrainte, hein. La créativité de la contrainte. Le hip-hop est une musique de la décroissance et du non-accès à l'énergie. Un jour j'écrirai un livre là-dessus. Ah ouais, c'est vachement intéressant. Ouais, ça n'existe pas et c'est ma théorie parce que je suis un enfant du hip-hop. Et donc Grand Master Flash, qui est le DJ qui a demandé à une personne, un soudeur, ouais, j'ai envie que le son rentre là, de conceptualiser une table de mix, et ben de là quelque chose est né. Et cette culture, forcément, dès qu'on a vu que c'était une sous-culture et qu'il y avait un intérêt, ben ça y est, aujourd'hui, quand tu vas voir un concert de rap, les gens qui vont voir ces concerts de rap, ce sont des gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens. Bref, c'est quelque chose qui aujourd'hui génère tellement d'argent que même le discours est ultra capitaliste dans le rap américain. Et aujourd'hui, dans le rap français aussi, il est devenu ultra capitaliste, alors qu'avant, il était contestataire social. Mais bon, voilà, tout se récupère. Le capitalisme est très bon pour ça. Et si je te parle de ça, c'est parce que de quelle façon demain on est capable, tu vois, de sortir de cette volonté absolument de devenir riche. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les riches sont ultra protégés par des gens de la classe moyenne qui aspireraient potentiellement à le devenir. C'est-à-dire que si je clash Bernard Arnault sur LinkedIn ou sur une plateforme, j'ai des gens qui me soutiennent de par la bulle algorithmique, des gens intéressés par ces questions d'écologie. Mais j'en ramasse aussi des personnes qui défendent ce modèle corps et âme comme s'ils aspiraient aussi à l'être alors que leur chance était réduite. J'ai l'impression en fait qu'il y a une aliénation qui fait que des pauvres en train de galérer défendent les intérêts de cette petite partie de la population. Comment est-ce qu'on contrecarre, on pirate ce mouvement-là? Il n'y a pas de coup de baguette magique, mais si les pauvres, comme tu as dit, bon, d'abord, si on est pauvre et en galère, faut le dire clairement. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Hein, tu veux trouver du boulot et je pensais pas être riche. Je pensais, faut que je retrouve du boulot pour mes enfants. Voilà. Et je pense en fait que la majorité des gens, ils veulent pas être riches comme Bernard Arnault. Ils veulent simplement avoir une sorte de garantie, de sécurité, que ils ont un bon boulot, qui leur apporte suffisamment pour que les enfants aillent bien, aillent à l'école, que tu vives dans un certain confort, que tu peux aller faire la fête avec tes amis, etc., que tu peux t'occuper de tes vieux parents. Les gens, ils ont pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils ont pas des désirs illimités. Et aussi, je pense, et ça c'est ce qui manque beaucoup dans la société, c'est pour ça que beaucoup de ces gens qui rêvent de richesse, ils oublient qu'il y a une grande richesse qui est dans le lien, qui est dans le fait que si tu es seul, avec ta petite famille, avec le sentiment que tu te bagarres, tu dis le seul moyen que je m'en sors, c'est si je pouvais soit gagner au loto, soit gagner 10 000 balles par mois, soit pour devenir comme je sais pas qui, mon patron, mon supérieur, ou me sortir de ça, tu vois. Mais si tu es dans une communauté, si tu es dans un collectif, si tu es dans une ambiance où tu as des vraies relations avec les gens, y compris en communauté de travail, où tout le monde est bien, mais personne ne cherche à être vraiment au-dessus des autres par l'argent, etc. Bah, tu te dis, mais c'est quoi la richesse? C'est d'être bien. C'est d'être bien dans sa vie, avec ses proches, avec ceux avec qui on est. Et le capitalisme, il a individualisé. Ce que veut le capitalisme, c'est que nous soyons des individus atomisés. Il y a rien de plus qu'adore le capitalisme, c'est quand on est tous sur notre machin. Ils adorent que les gamins, surtout des gamins, mais peut-être des plus vieux, ils passent 4 heures par jour sur TikTok. Ils sont ravis quand les gamins, au sortir de l'école, plutôt que d'aller courir avec leurs gamins, leurs camarades à taper dans le ballon de football ou à faire je sais pas quoi ou à jouer aux billes dans le jardin public, ils rentrent chez eux et les parents qui savent pas quoi faire leur mettent devant l'écran, comme un jeune éducateur m'a raconté l'autre jour, etc., etc. Il y a une phrase de Margaret Thatcher, elle a dit « There is no society ». Qu'est-ce que ça voulait dire, cette phrase qui est presque aussi importante que « There is no alternative ». Non, elle a dit plus exactement « La société, ça n'existe pas ».
Parce que pour les néolibéraux, pour les capitalistes, nous sommes des agents économiques individualisés, confronter les autres comme des billes dans un flipper ou dans je ne sais quel billard par la loi du marché, et notre ambition doit être de avoir toujours plus, de gagner toujours plus en compétition avec les autres. Et donc, à l'holisme et l'atomisme. Comment on sort de ça? En redisant, mais la coopération, c'est bien. Ouais. La communauté, c'est bien. Nous allons sortir de la compétition et faire des communautés. Alors ça peut être une communauté de village, ça peut être une communauté d'association, ça peut être une communauté de boulot comme nous, on y arrive, j'espère, à Reporter. Ça peut, et dans plein d'autres endroits, ça peut être une communauté de lutte, ça peut être une communauté de projets, tu vois. Mais tu te retrouves avec des gens et nous sommes ensemble. Et dès lors qu'on rentre dans cette psychologie, ça change les choses. Et donc, c'est comme des graines, tu vois, c'est comme des graines. On cultive des terrains peu à peu, on cultive des terrains dans la société et ça va grandir parce que les gens, ils sont pas idiots. Alors, il y aura toujours une minorité de gens qui seront un peu les domestiques du capital. Et après, je vais dire une autre chose, ça va être la bagarre. Mais la majorité des gens, si on leur dit, mais oui, il y a des possibilités d'être bien avec les autres, aussi de créer des solidarités collectives qui peuvent aussi passer par des syndicats, par exemple. C'est important. Qu'est-ce qu'il a fait le capitalisme? Il s'acharne à casser les syndicats. Parce que les syndicats, ils savent très bien que le syndicat, ça peut avoir des défauts, mais ça organise les gens, ça crée une communauté, ça crée une solidarité. Un rapport de force. Et ça crée un rapport de force. Et donc voilà. Et donc la première chose qu'on peut dire, c'est repensons la coopération. Et se dire même que dans l'histoire, il y a plein d'exemples de sociétés qui ont été très coopératives. La compétition n'est pas quelque chose d'intrinsèque à la nature humaine, pour reprendre cette idée de nature humaine de Veblen. Il peut y avoir de la compétition en nous, mais il y a aussi largement de la coopération. Et donc, comment est-ce qu'on fait jouer beaucoup plus de coopération, qu'on fasse s'épanouir ça? Ça, c'est vraiment un premier moyen pour commencer à créer des imaginaires différents. Et je dirais une autre chose qui est très importante dans la période actuelle, c'est se dire je veux devenir riche. Et ça m'est arrivé, j'ai discuté dans une école récemment assez intéressant, puis un ado qui me dit moi je vous écoute monsieur Kempf, mais moi je veux devenir riche. Il était sympa, hein. J'ai dit pas de problème. De toute façon, si tu te sens bien là-dedans, tu t'épanouis, mais fais gaffe. Je lui ai pas dit méchamment du tout, je lui ai dit mais oublie pas une chose, c'est que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et si tu te bagarres pour être riche et que dans 10 ans t'es pas riche, t'auras beaucoup de frustration. Je te le souhaite pas, moi je te souhaite que tu t'épanouisses. L'espoir blessure. Voilà, t'auras de la blessure. Et après il mène sa vie et vraiment, et il peut y avoir des gens riches qui font des choses bien aussi. Enfin bon. Il y en a qui nous regardent d'ailleurs. Hein. Ouais. Filer un don à la limite et à Reporter. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hyper riches qui nous regardent, mais sait-on jamais. Mais tu vois, et cette logique de la coopération, cette logique et sortir de l'individualisme, c'est ça aussi. Quand on est tout seul, fatalement, on est le jouet de tout. Dès qu'on commence à réfléchir ensemble, dès qu'on commence à faire communauté et œuvre commune d'une certaine manière, à faire quelque chose ensemble, tout commence à changer. C'est incroyable parce que j'ai un peu une analyse assez particulière, c'est que ce qu'a dit Margaret Thatcher en disant nous ne sommes que des individus, il n'y a pas de société. Et le fait d'avoir été poussé dans le paroxysme de l'individualisme, hein, je veux dire des vêtements adaptés à ton style, à ton goût, ton burger adapté à ton goût, personnalisé, tu peux commander tout ce que tu veux, des maillots de foot personnalisés, tu peux mettre ton nom sur un maillot de foot. En fait, tout est fait pour nous sentir unique, ça nous ramène forcément au début de notre conversation, mais ça demande beaucoup d'énergie de faire ça. Dans un monde où il y a moins d'énergie, tu sais, de pouvoir personnalisé, regarde, par exemple, il y a un panel de couleurs différents, un panel de baskets différents, tout personnalisable. Ça demande de la marine marchande, ça demande beaucoup de choses, une mondialisation accrue pour que tu aies ça rapidement chez toi. Mais avec un monde où il y a moins de matériaux et moins d'énergie accessible, ça veut dire d'une certaine façon une réorganisation qui est naturelle. Est-ce que justement, toi qui défends ces idéaux, moi qui ai lancé Limite, qui ai fait un constat, est-ce qu'il n'y a pas une réorganisation naturelle dans un monde où on a moins d'abondance et de se dire comme on a et qu'on a des limites planétaires, hein, changement climatique, etc., qu'on est obligé de faire face et donc de transformer notre manière de faire, mais qu'en fait c'est la force des choses un petit peu, tu vois ce que je veux dire, ou dans la mesure où si on n'avait pas de changement climatique, pas de limites planétaires et encore ressources abondantes avec toute l'énergie qu'il nous faut pour aller chercher, on changerait rien en fait.
On serait là. Ah bah si, ça serait le rêve de Bezos, Jeff Bezos et d'autres, qui est signifitif, qui dit mais ils ont un rêve, on va envahir l'univers. C'est de la vieille science-fiction des années 50. On va envahir l'univers. On va faire sur Mars, sur toutes les planètes. Enfin, Bezos c'est plutôt des stations spatiales et Musk c'est les planètes, mais peu importe, ils sont dans cette fantasmagorie. Et puis Bezos a dit il y aura 100 milliards d'humains à travers la planète et à travers le cosmos et si, c'est ça leur plan. Pour ça, il faut bien comprendre aussi que... Plan. Il est impossible, il relève de l'impossible, ce plan. Ah ben, je pense que oui. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le capitalisme s'est renouvelé depuis l'époque de Margaret Thatcher. Il arrivait à épuisement de sa force idéologique. Le néolibéralisme dans les années 80 avait une vraie force idéologique, avait une énergie intellectuelle réelle, alors que le marxisme dans sa version soviétique s'écroulait, était à bout de souffle. Donc il y a eu toute cette énergie intellectuelle qui est arrivée et qui a entraîné beaucoup de choses. Un récit, on dirait aujourd'hui. Et puis c'est arrivé là aussi à bout de souffle. Il y a l'alternative qui a commencé à monter, le mouvement altermondialisation, le mouvement écolo qui a commencé à se refaire à partir des années 2000. Et puis on est arrivé à 2008, l'effondrement total et plus une vraie idée du néolibéralisme. Et paradoxalement, il s'est reconstitué depuis. Il s'est reconstitué, c'est-à-dire qu'il a reformulé une idéologie. La tech. Ce que moi j'appelle le techno-capitalisme, pas seulement moi, et notamment avec la Silicon Valley, une idée qui cumule l'individualisme, la critique totale de l'État et de tout mécanisme de solidarité, et l'idée que l'intelligence artificielle, la robotique, l'informatique, on va aller vers une nouvelle étape de l'humanité, où il y aura une sorte d'hybridation de la machine, de l'intelligence artificielle et une partie de l'humanité, et qu'il va y avoir un nouveau stade de l'humanité. C'est ça qu'ils ont en tête. Et en ayant ça en tête, ils disent aussi, et c'est très bien documenté par beaucoup d'écrits, mais tout le monde ne sera pas dans cette humanité. Et donc il y aura seulement les élus quasiment qui iront dans ça, et les autres vivront dans la mouise la plus totale, dans la déchéance la plus totale. Un monsieur comme Yuval Noah Harari, lui, il écrit dans Homo Deus, il y aura des surhommes, ce dont je viens de parler, et il emploie la classe inférieure, la caste inférieure. Ils ont cette vision. Livre de chevet de Zuckerberg et qui a été conseillé que Obama a trouvé intéressant. Tu dis, mais les gars, j'ai lu Yuval Harari, tu dis, mais il y a déjà plein de conneries dans les livres, il y a des trucs intéressants à retrouver. Mais donc le transhumanisme, là, on parle. Oui, ce que je veux dire là, c'est qu'on est là à un moment, c'est pour ça qu'on va sortir de ça. Mais ça va pas être simple, ça va être âpre. On est dans une situation de conflit. C'est-à-dire que toute la société écologique, coopérative, sobre, fondée sur les liens, attentive aux vivants, attentif, soigneuse, cherchant à diminuer les rapports de force, cherchant à réduire les rapports de domination, etc. Elle est contrebattue violemment par le capitalisme actuel, qui est non seulement il a les moyens de contrôle de l'opinion, mais il a aussi la police, il a une police de plus en plus militarisée, il a l'intelligence artificielle qui sert aussi à surveiller les gens et à nous enrégimenter, soit par les mécanismes bien sociaux des réseaux sociaux, soit des mécanismes bien connus des réseaux sociaux, soit par les caméras de vidéo de surveillance couplées avec des données, etc. On est dans ce monde très violent et qui en plus, le capitalisme ayant besoin de plus en plus de ressources matérielles, toujours pour continuer à alimenter sa soif inextinguible de profit et de capital, commence à aller partout dans les mines où il en reste encore, commence au fond des mers, et commence à rentrer aussi en conflit les uns avec les autres. C'est-à-dire que une raison des oppositions entre la Chine, la Russie et les États-Unis, c'est aussi l'accès à ces ressources qui deviennent de plus en plus rares. Et ça fait monter les risques de guerre, d'autant plus quand, pour éviter que l'on parle d'écologie, que l'on parle d'injustice, que l'on parle d'inégalité sociale, les puissants nous orientent vers la peur de l'étranger, vers les migrants, et donc créent un climat belliqueux, en disant, il y a nous, la communauté dont il faut se protéger, et qu'il faut protéger, et puis les autres qui veulent nous envahir. Donc tout ça crée une possibilité de violence qui est en train de monter, et de violence avec une violence répressive extrêmement grande. Donc on est dans ce monde-là. Donc il faut assumer que cette sortie du capitalisme, qui est possible dans le bon sens, ça sera rude,
il y aura de la douleur. Et il faut le penser aussi comme une lutte. C'est pas seulement faire des alternatives, faire voilà plein de choses bien qui sourdent de partout, qui comme un peu au printemps, toutes les fleurs, la végétation resplendit. Je suis dans un pays de montagne en Lozère et le printemps c'est une merveille parce que en montagne tout vient avec du retard et le printemps sort d'un coup. Et je pense que la société nos sociétés, je connais surtout la France, mais je suis sûr que c'est partout pareil. Il y a plein de graines là qui sont prêtes à sortir, qui vont sortir d'un coup. Mais il y a aussi la dimension de la lutte. Il faut pas dire seulement, excuse-moi de t'avoir interrompu. Il faut pas seulement faire les alternatives, des choses formidables qui sortent partout. Il faut aussi assumer le fait qu'il y aura des luttes et que ces luttes, elles sont dures. Elles sont inévitables parce que on a bien compris que, et tu l'as dit toi-même, il y a, et c'est important d'en parler, parce que ces riches qui ravagent la planète et qui veulent entretenir leur vision, leur croyance, je veux dire que ça leur a tout réussi, je joue au Monopoly, j'ai atteint le plus haut niveau du Monopoly, et donc forcément, toute personne qui veut abattre, transformer le système dans lequel on est, qui ravage la planète, je veux dire, ces gens vivent dans un nid, d'ailleurs on va citer des exemples, un peu de la folie des grandeurs, ou la folie des grands leurs des riches, l'espace et tout, on va citer des exemples que toi t'as pu étudier, des exemples récents dans l'actualité, mais que ces personnes veulent maintenir à tout prix leur schéma de croyance, leur vision du monde, et donc transforment de plus en plus ce système économique dans du fascisme. Et pour se maintenir, et donc effectivement on a bien compris que les classes moyennes, et ça je crois que le capitalisme l'a toujours fait depuis très longtemps, c'est opposer les gens de la classe moyenne, tous les facteurs de production de ce truc-là, en disant l'ouvrier, ton problème c'est l'immigré, l'ouvrier, ton problème c'est l'ouvrier noir, ton problème c'est l'ouvrier blanc, et en fait qu'il y a une division comme ça dans la société qui fait qu'on est tous là en train de se regarder les yeux dans les yeux, de rejeter la responsabilité sur nous, alors qu'en fait le problème c'est de démonter cette structure de pouvoir, et c'est compliqué parce que il y a récemment sur Arte un documentaire incroyable qui est sorti avec un policier qui était, je pense, CRS, qui se considère comme gardien de la paix et non pas force de l'ordre. Je veux dire, ce changement d'appellation, c'est quand même assez important, et qui disait, moi j'avais l'impression quand j'ai eu les gilets jaunes de voir des gens comme moi, et que on essayait de trouver toutes les raisons possibles, donc mécanisme de déni, pour justifier que notre rôle était le bon rôle, mais en fait non. En fait, il protégeait les riches. Et il y a, je ne citerai pas son nom, un policier qui écoute beaucoup de podcasts, il se reconnaîtra, qui est une haute fonction en Belgique, il se reconnaîtra, je le salue, je l'ai croisé un jour dans la rue, qui est très fan de notre travail, et qui a dit, et qui doit justement parfois mettre des services de sécurité pour défendre des situations, et qui m'a dit, j'ai totalement conscience que nous sommes les premiers qui allons taper sur le peuple parce que nous sommes en train de défendre des gens qui sont en train d'envoyer la planète Terre dans le mur, et nous, et tout le monde avec. Et c'est une dissonance cognitive la plus affreuse. Et il y en a qui nous regardent là-dedans, et c'est de se demander, mais comment est-ce qu'on va faire au moment où, on est déjà en train de le vivre, des politiques beaucoup plus extrêmes se mettront en place pour rejeter la responsabilité, qui vont protéger le modèle, parce que, disons-le clairement, l'extrême droite européenne, les conservateurs européens protègent les intérêts des riches aujourd'hui. C'est quand même assez fou de voir leurs intérêts directs, de voir que tiens, si ça marche plus trop avec Macron, on va commencer dans nos journaux à mettre en valeur des Bardella, à mettre en valeur des personnes. On se rend bien compte qu'il y a cette fascisation qui est là, qui est claire, et qui n'est pas là pour le peuple. Et je sais pas parfois comment faire Hervé pour dire attention les gars, regardez, ce n'est pas là pour le peuple, ça utilise notre douleur, mais pour maintenir le plus longtemps un système. Et plus on le maintient, ce système de transfert des capitaux vers la même oligarchie, vers ce même petit groupe, mais plus le monde qu'on va laisser à nos enfants et à nos arrière-petits-enfants, et même à nous, va être belliqueux, va être horrible. Et parce que toi tu dis que c'est en train de germer, que effectivement, et c'est à ça que t'as consacré ta vie, semer ces graines de la révolution. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à notre humble échelle. Mais globalement, monsieur et madame tout le monde qui nous regarde, que peut-il faire là? Peut-être qu'il se sent un peu désemparé. Comment, on va dire, parasiter, comment court-circuiter cette vision d'avenir qui est quand même très sombre un peu? En continuant à faire ce qu'on est en train de faire, parce que si monsieur ou madame tout le monde, et bonjour à elle et bonjour à lui, regarde en ce moment, et regarde l'émission d'après et d'avant que tu vas faire parce que c'est intéressant, et
Eh ben déjà, ils sont pas en train de regarder un match de foot ou Pascal Pro ou je ne sais pas qui à la télé. C'est bien le foot. Donc déjà, ouais bon, je rigole, moi je rigole. suis pas trop sport, donc je devrais pas dire ça. Non, J'aime bien t'inquiète. regarder le Tour de France, mais bon, non mais voilà, quand on regarde limite ou plein d'autres choses vraiment intéressantes, mais qui regarde limite, eh ben ils regardent pas Pascal Pro pour le faire. Donc déjà c'est ça. Donc déjà on s'informe. Moi, je crois que s'informer, prendre conscience, réfléchir, déjà c'est un pas essentiel. Après, une fois de plus, les personnes qui regardent limite, comme ceux qui lisent Reporter, moi je suis sûr qu'ils sont engagés. En fait, je sais pas à quel degré. Mais s'ils soutiennent Limite, s'ils soutiennent Reporter, s'ils soutiennent de la presse indépendante, ils savent ce qu'ils font. Et je suis sûr que dans leur vie, ils ont un autre rapport que purement consommatoire aux choses. Donc ça nourrit. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout seul, on ne fait rien en fait. Je n'ai aucune solution magique. Moi, ce que je sais juste, c'est que par exemple, Comment les riches détruisent la planète, il avait été publié en 2007. On a commencé Reporter à échelle professionnelle. Le livre, hein, pas la BD. Le livre, oui, la BD, voilà. il vient de sortir. Adapté du livre. Oui, voilà, qui intègre d'autres choses, notamment sur l'évolution du capitalisme, voilà. Et bien, à l'époque, il y avait très peu d'alternatives, ce qu'on appelle des alternatives. À Reporter, au début de Reporter, on en cherchait, on les comptait sur les doigts de la main. Maintenant, mais il y en a plein partout. Il y a des histoires intéressantes qui se passent. Ça veut dire que toutes ces idées là dont j'ai dit les mots, elles se traduisent en actes par des milliers de gens. Voilà, pour prendre des trucs très concrets, le vélo il y a 15 ans, il y en avait très peu à Paris et dans les grandes villes et même à travers les routes. Maintenant, on commence à en voir de manière significative. L'agriculture bio, l'alimentation bio, c'était vraiment un truc de quasiment de zinzin il y a 20 ans. Maintenant, ça représente quand même pas loin de 10% donc tu vois, il y a des choses qui changent en force. Et puis même par rapport à l'extrême droite. Moi, je crois qu'elle est très soutenue par tous ces médias. C'est très important. Bon, moi, je suis journaliste, donc j'ai tendance... C'est indéniable qu'elle est soutenue par les médias, les milliardaires. Mais oui, et donc ça influence l'ensemble de la société. Mais par exemple, j'ai lu dans le Guardian Weekly l'autre jour, il y a quelques semaines, un grand projet qui s'appelle 89%. Ils ont fait des sondages avec des études auprès de 10 000 personnes, je crois, à travers le monde. Vraiment des très gros sondages par des chercheurs en sciences sociales. Enfin, vraiment. Et ils se sont rendus compte que la très grande majorité des gens, mais de l'ordre de 60%, étaient évidemment convaincus de la gravité du changement climatique, plaçaient ça parmi les vraiment priorités et demandaient à le gouvernement d'en faire plus. Pourquoi je lis ça dans le Guardian Weekly? Parce que c'est un journal indépendant. Et oui, qui n'appartient à personne. Je ne l'ai lu nulle part ailleurs dans la presse française. D'ailleurs, un Reporter, il faudra qu'on en parle, on aurait dû le faire, mais bon, on n'est pas parfait. Mais on va en parler. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une appétence pour ça. Et même en matière d'extrême droite. Après tout, regarde ce qui se passe en Espagne. Ça tient bon. Sanchez, c'est un gouvernement de gauche, c'est pas l'idéal, mais ça tient bon. Et ils ont une politique sur plein de domaines qui est totalement différente. En Finlande, ils ont repoussé l'extrême droite. Dans un autre pays qui m'échappe, ils ont repoussé l'extrême droite. Il faut se dire, tu parlais de football, moi je suis pas expert en sport, mais je sais qu'au début du match, tant qu'on n'est pas arrivé à la dernière minute, il est ni gagné ni perdu. Donc pour l'instant, on est dans le match. Tu as raison, et c'est la mentalité de mon fils que je salue, qui a 7 ans. Ouais. Mon fils est le professionnel pour marquer le but à la dernière seconde. Il a sauvé son équipe pendant toute la saison. Parce que lui, il est déterminé jusqu'au bout, c'est 0-0, et à la fin, il te marque un but, et c'est génial parce que c'est vrai, et il est une leçon un peu, qu'il faut toujours se donner, parce que même s'il reste quelques secondes et qu'on est même dans le basketball, quand il y a le coup de sifflet final avec l'alarme, et ben si le ballon traverse pendant la sonnette, c'est encore bon. Et donc tu as totalement raison de le souligner. Petit moment un peu allez, ça va être l'exutoire de cette interview. Ça va vous faire du bien pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent là sur YouTube. C'est le petit moment en fait où on va parler un peu de la folie des grandeurs des riches, les trucs qui sont complètement en déconnexion totale avec l'humanité. Il y a des phénomènes d'actu, hein, on peut en parler, Jeff Bezos et son gros paquebot qu'il a fait construire. Le Caru, je crois, qui mesure 117 mètres. 125 mètres. Ouais. Et il y a un an à peu près, il a tellement de puissance qu'il a été dans un port aux Pays-Bas et il a demandé à la municipalité, qui je crois a accepté, qu'on démonte un pont
Qui datait des années 1800, hein. Il était méga pour qu'il puisse passer avec son voilà, pour te donner, mais des anecdotes, parce qu'on a relevé avec Juan des anecdotes qui sont réelles, hein. On s'appuie sur des boulots de sociologues ou de chercheurs là-dessus. Alors, ce qui me revient à l'esprit, un oligarque russe qui avait demandé à l'architecte de son yacht de faire en sorte qu'il puisse couler du champagne dans les robinets en or de sa baignoire. Qu'est-ce qui me revient à l'esprit? Des riches, alors ils ont énormément de domesticité, hein, les hyper riches, hein. Ils ont des domesticités très considérables, et il y en avait un qui payait un gardien, un homme juste pour s'occuper des roses. Ce qui jusque-là tu dis ok, mais faire écouter de la musique aux roses parce que ça faisait du bien à l'épanouissement des fleurs. Une autre histoire qui elle est assez lamentable. C'est chez une aristocrate très riche, c'est raconté par une sociologue, une anthropologue qui a bossé sur la domesticité, qui demandait pour que ces domestiques, ces 3-4 domestiques à la journée n'arrêtent jamais de travailler, leur demandait de mettre des couches pour qu'elles ne s'interrompent pas pour aller satisfaire un besoin naturel comme il nous arrive à tous 1 ou 2 fois par jour. Pour rester dans le travail et pour rester au travail sans arrêt. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit encore? Oui, il y avait le roi de Thaïlande qui a une grosse fortune, 66 milliards de dollars, je crois. Et quand son caniche est mort, le caniche Fufu est mort, il a décrété 4 jours de deuil national. C'est de la mégalomanie. On a un grand, comment s'appelle le grand milliardaire indien, l'homme le plus riche d'Inde, Ambani, je crois, qui s'est fait construire pour lui tout seul un immeuble de 27 étages où il y a des jacuzzis, des salles de cinéma, des piscines, un héliport et je ne sais quoi d'autre. Ils sont là-dedans, et en fait on a aussi raconté avec un travail d'une autre sociologue, Ashley Mears, si j'ai bonne mémoire, comment il y a ces phénomènes dans des boîtes, des discothèques, je sais plus comment on dit. Ça a été mon domaine, ça. Ah oui, bon pardon, oui, je crois que c'est un peu c'est une partie de ton histoire, mais c'est intéressant. Attends, c'est pour ça que j'ai une parenthèse, mais ouais, vas-y. On a un peu discuté tous les deux, et c'est vrai que ton parcours, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais il est intéressant parce qu'il montre que on peut changer, quoi. Moi, j'exclus pas que des très riches aussi changent. Et on aura besoin d'eux. Après tout, ils sont pas idiots, ces types. Et si Bernard Arnault, plutôt que d'avoir 200 milliards, il en avait un, ce qui serait largement et peut-être qu'il aurait toujours son intelligence et qu'il apporterait des bonnes choses à la société. Tu vois, moi, je veux pas mettre les gens en prison ou je sais pas où. Je veux juste arrêter la folie. Et toi, et j'ai rencontré d'ailleurs quelqu'un qui est un petit peu dans c'est possible d'évoluer, c'est vachement intéressant. Mais on en était au oui, j'ai alors écrit un livre sur ce sujet et ça sortira bientôt. On va voir ça. Et dans ces boîtes, il y a vraiment le mécanisme de la rivalité ostentatoire que décrivait Veblen avec des champagnes. Alors, les types arrivent dans des boîtes très très riches. Enfin, je sais pas combien on paye l'entrée, puis on rentre pas comme ça. Mais ils arrivent avec des très jolies jeunes femmes qui sont recrutées par des entremetteurs un peu spécialisés. Il n'y a pas forcément de rapport de sexe. A priori, il y en a même pas. Non. Tu viens avec des très jolies jeunes femmes. Tu es un homme très riche. Alors, je parle de ton contrôle. Je connaissais. Oui. Et dans des boîtes, ils sont installés ce sont des hôtesses, effectivement. Il peut y avoir une relation, comme généralement il n'y en a pas, mais c'est pour la gueule, quoi. Et ils vont commander, ils vont se bourrer la gueule, mais pas avec n'importe quoi. Ils vont se bourrer la gueule avec de grosses bouteilles de champagne, le plus cher qui existe, je me rappelle plus, le Roderer ou le Dom Pérignon, ou des marques de whisky ou de vodka. Chambon, Mathusalem. Voilà. Et le jeu, ça va être, la soirée va avancer et ils vont ouvrir de plus en plus de bouteilles de champagne qui vont renverser partout comme ça, et ils vont montrer la rivalité ostentatoire qu'ils peuvent faire plus que les autres. Et que éventuellement un autre. Donc voilà, on a ce genre de choses. On a aussi vu parce que sur Instagram, il y a aussi beaucoup de jeunes très très riches qui montrent ça et qui montrent comment sur TikTok et tout. Oui. Voilà. Comment ils brûlent. Ils ont des paquets de dollars. Ils vont les brûler. T'imagines l'ostentation chez les gens, quoi. Voilà. Donc on a ce genre de pratique, et même passer 12 minutes dans une fusée en gravitation, c'est ce qu'a fait Bezos avec sa fiancée, je ne sais plus qui, pour faire un vol avec sa fusée Blue Origin. Ils vont dans l'espace, ils passent 12 minutes et ils reviennent sur Terre. Mais honnêtement, quel est l'intérêt? Et au passage,
ce vol aura coûté 400 tonnes de CO2 en 1 heure pour chacune des personnes à la louche, alors que nous, en moyenne, toi comme moi et comme ceux ou celles qui nous regardent, à la louche, vous êtes français ou belge, 9 tonnes par an. Eux, en 1 heure, ils vont griller 45 fois ce que nous on fait dans notre vie, et nous déjà c'est trop, c'est 9 tonnes, c'est trop. Il faut qu'on arrive à 2 tonnes par an, voire en fait à 0 en 2050. Donc il faut que tout ça change. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'est pour finir ou pas, mais un truc, moi qui me donne confiance, on parlait de la dernière minute du match. Moi je pense que le match il est engagé, et c'est pour ça que je conserve la pêche et que je vois il y a beaucoup de pêche et d'énergie partout. Il y a aussi ça, c'est malgré tout, on sait pourquoi on fait le match. On fait le match pour la vie, on fait le match pour les enfants, on fait le match pour la vie sur Terre, on fait le match pour l'avenir, on fait le match pour la beauté, on fait le match pour le bien-être et la bienveillance, je n'ose pas dire l'amour, pour l'admiration. Eux, ils font le match pour quoi? Pour envoyer des gens 11 minutes dans l'espace. Et pour avoir le yacht le plus grand. Et pour recevoir le prix de climatique. Voilà. La fiancée de Jeff Bezos, c'est passé récemment. Nous tournons cette vidéo le 22 mai, ouais. Il me semble 2025, qui a reçu un prix au Festival de Cannes, où ils sont venus avec leur yacht, a reçu le prix de l'aide climatique, je sais plus très bien. Parce qu'ils ont créé une fondation qui est censée aider le climat, et Madame Sanchez, je crois, ils sont arrivés avec leur yacht, le fameux Caru, qui mesure 127 mètres de long. Voilà. Et personne n'a voyé le problème. Non, voilà. C'est ça le problème, c'est que alors nous dans nos communautés forcément oui, ça, beaucoup de gens m'ont envoyé la chose, mais il y a déjà un problème de remettre ce prix à des personnes qui ont un impact. Alors oui, ok, c'est comme s'ils mettaient un pansement, parce que oui, on a fait une fondation, on aide, on connaît ce principe de fondation, surtout dans ce genre de cas de figure, mais qui est réellement en fait un pansement sur une machine Amazon, Blue Origin, AWS, les serveurs qui ont un bilan carbone mais effroyable et dans une fuite en avant du système, et c'est toutes ces incohérences qu'il va falloir démonter. Moi Hervé, je voulais te remercier déjà d'être venu me parler de ta BD. Merci beaucoup d'être venu sur Limite, et aussi te remercier pour ce que tu as fait, parce que ça se sent que tu es quelqu'un avec un grand cœur, et je comprends moi aujourd'hui seulement que se lancer dans l'écologie et d'œuvrer, d'essayer en tout cas d'ouvrir la compréhension du monde sur ces sujets-là et de se changer soi-même est quelque chose de dur qui demande aussi beaucoup d'altruisme. Et donc, pour avoir œuvré là-dedans depuis les années 80, merci, parce que t'aurais pu mettre ton talent dans le sport automobile ou dans d'autres choses. Voilà, on salue Villebrequin, enfin les anciens de Villebrequin, Sylvain, etc. Mais c'est-à-dire que de ce que tu as fait, on sait que en évoluant là-dedans, on sait que c'est difficile, et donc vraiment merci pour cette belle carrière et d'avoir été, on va dire, un des pionniers dans ce domaine, quoi. Je dois te dire merci, là. Non, de rien. Je suis un peu inattendu et que ça fait plaisir. Mais je veux dire, j'ai aucun mérite. Pourquoi? Parce que, j'ai un métier passionnant. Voilà, je suis journaliste au fond de l'âme, et que le domaine écologique était passionnant. Et qu'en plus, tout ça avait du sens. Et donc, faire un boulot qu'on aime, sur un sujet passionnant, et où tu trouves un sens à ta vie, que demande le peuple. Voilà. C'est ça. Merci Hervé. Merci. Portez-vous bien. Likez, commentez, abonnez-vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr, sur cette chaîne que vous aimez tant, du moins j'espère, qui nous fait comprendre qu'il y a des limites et qu'il ne faut pas les dépasser, ou surtout revenir en dessous de ces limites pour bien vivre tous ensemble dans l'avenir. C'était Vince. À bientôt tout le monde. Merci Hervé.